une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Alors bonjour à toutes et à tous, mon nom est Sylvain Grisot, je suis urbaniste et fondateur de Dixit.net et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie Jeanneté, Clémence de Selva et Philippe Biwix à l'occasion de la sortie de leur ouvrage intitulé « La ville stationnaire », sous-titré « Comment mettre fin à l'étalement urbain » aux éditions Actes Sud. Alors un bien beau programme en perspective et puis un bel ouvrage avec une belle couverture dont il faudra qu'on parle. Alors Clémence, tu es architecte et cofondatrice de l'agence Selva Mogin, basée à Bordeaux. On a aussi l'occasion de collaborer ensemble en ce moment sur une belle expérimentation en cours à Poitiers. Sophie, tu es architecte urbaniste au sein de Bordeaux Métropole, directrice de l'opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aérospace, c'est bien ça ? Aéroparc. Aéroparc, oui, c'est ça. Ça me semblait bizarre. Et puis Philippe, enfin, tu es ingénieur, directeur général de la REP et essayiste avec évidemment l'âge des low-tech, mais surtout la très belle préface de la seconde édition du Manifeste pour un urbanisme circulaire que j'ai eu le plaisir de publier en 2021. Merci une fois de plus pour cette préface. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a toujours cette curiosité aussi de voir ce qui se passe derrière la couverture et l'aventure qu'il y a derrière la rédaction d'un ouvrage. Alors, notamment un ouvrage à 3, voire même à 6 mains. Enfin, je sais pas comment vous tapez au clavier. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu, nous raconter en tout cas l'histoire de ce trio, l'idée de cet ouvrage, et puis aussi peut-être pourquoi il fallait l'écrire. Je sais pas, qui veut, peut-être Sophie, pour commencer sur l'histoire derrière cette couverture. Bon, l'histoire, d'abord, c'est une aventure, on va dire, collective. On est 3, et puis c'est aussi collectif parce que c'est beaucoup d'échanges avec plein de personnes de notre entourage. Mais c'est une opportunité. Donc, Philippe, qui a déjà écrit pas mal de bouquins et qui a une expertise sur les ressources, on va dire, et les technologies, a été approché par un éditeur qui est Actes Sud pour éventuellement faire un ouvrage sur la Smart City. Et on avait par ailleurs, donc ça vous a pas échappé, on est bordelais tous les 3, donc on se connaît. Du coup, je trouvais que peut-être le sujet de la Smart City en soi était peut-être un peu réducteur ou peut-être allait pas faire en tout cas l'objet d'un bouquin de 350 pages, mais c'était pas le but non plus. Du coup, il nous a proposé, parce qu'on avait quand même des échanges, des réflexions respectives et puis en commun sur nos villes, sur le développement urbain d'une manière générale et puis toutes ces injonctions contradictoires sur lesquelles on reviendra. Et donc, il nous a proposé tout simplement, Clémence et moi, d'élargir le champ de cet ouvrage à la ville et la Smart City constituant effectivement aujourd'hui peut-être une solution, mais on ne verra pas tant que ça, pour réduire le poids environnemental des villes, quoi. Alors, donc c'est l'idée, le projet en tout cas à 3 est né de ça, de cette opportunité-là et le fait qu'on se connaisse. Ensuite, comment on a opéré, effectivement, on a croisé d'abord, donc techniquement, on a écrit un synopsis, donc un cadre pour qu'on se donne un cadre à nous 3 là pour avancer, parce que c'est pas effectivement si évident que ça d'écrire un ouvrage à 3. Donc, on s'est donné un cadre qui a été aussi validé par notre éditeur, et ce cadre, on l'a partagé, on a croisé
nos profils, nos visions, nos expériences, nos constats, en sachant que, comme vous l'avez dit, donc on a un ingénieur dans l'équipe qui est Philippe et qui a une appétence et une vraie expertise sur les ressources, sur l'énergie, et puis bon voilà, qui a écrit déjà plusieurs ouvrages sur ça. Clémence du coup qui est architecte, donc qui est maître d'œuvre, qui elle construit, projette des projets urbains, et puis moi qui suis plutôt dans la collectivité publique, donc en tant que maître d'ouvrage, aménageur aussi, voilà, au cœur des politiques publiques métropolitaines, quoi. Bon. Et donc en fait ce cocktail-là faisait que nos regards effectivement s'enrichissaient mutuellement, en partant quand même d'un constat, mais je ne vais pas faire le résumé du livre là, qui était qu'effectivement nos villes, par rapport aujourd'hui aux trajectoires qu'on se donne, aux objectifs qu'on se donne en matière d'émissions de gaz à effet de serre, d'énergie, de ressources, de bien-être, de résilience, elles vont sans doute pas pouvoir se développer comme elles l'ont fait ces dernières années. Ces 40 dernières années en tout cas, et que les solutions en fait aujourd'hui qu'on met en avant vont sans doute pas suffire, et qu'il faut aller, alors c'est un mouvement auquel vous participez pleinement, il va falloir aller d'abord mieux connaître ce dont on dispose déjà, et puis le réinvestir à l'échelle, on va dire, des villes bien sûr, mais au-delà à l'échelle du territoire. Et ça c'est les propos du livre, effectivement, de travailler sur ces alternatives. Voilà. Alors, on va pas raconter la fin tout de suite. Alors, c'est pas un roman pour le coup. C'est pas une petite histoire. C'est vraiment un ouvrage vraiment didactique sur lequel on rentre et on pose pas par pas des éléments, notamment les éléments de crise que tu viens d'établir par rapport à la façon dont on fait nos villes, mais aussi qui vient tuer dans l'œuf quelques idées reçues. Alors, en une poignée de chapitres. On vient tuer quelques idées, en quoi la densité, c'est pas forcément la réponse à tous les enjeux écologiques, en quoi l'attractivité territoriale ou la smart city sont clairement des mirages, et finalement même l'éco-construction est pas à la hauteur des enjeux. Alors entre autres, peut-être Philippe pour commencer, et puis vous reprenez la parole très très librement dans cette conversation avant d'arriver quelque part aux solutions, aux propositions. C'est pas des solutions, je crois qu'il n'y a pas cette idée d'avoir la clé à tous les problèmes, mais en tout cas des propositions et des avancées. Déjà poser la question proprement et de façon complète, c'était un beau challenge, et très clairement c'est fait de façon extrêmement lisible et didactique, et donc agréable à lire, ce qui est quand même pas rien pour un bouquin d'urbain. Est-ce qu'on peut revenir, Philippe, là-dessus sur un peu les bases sur lesquelles vous construisez ensuite votre raisonnement? Oui, alors le premier problème, probablement, c'est la question effectivement de la densification des villes, donc de la densité des villes. Ça fait un peu plus de 2 décennies, voire même peut-être un petit peu plus, que les politiques publiques incitent à construire plutôt des villes denses, et à construire en proximité des villes déjà existantes plutôt qu'en étalement urbain. En fait, il y a 2 éléments qui sont venus apporter de l'eau au moulin. Le premier, c'est les travaux des chercheurs australiens, on pourrait dire Newman et Kenworthy, avec cette fameuse courbe qui liait la densité avec les émissions de gaz à effet de serre. Finalement, c'est assez tautologique de se dire que plus la ville est étalée, plus on est dépendant de la voiture, et donc plus on émet de gaz à effet de serre dans son quotidien. Donc on avait les villes européennes qui étaient moins consommatrices que les villes australiennes, et les villes australiennes moins consommatrices que les villes états-uniennes. Donc ça a contribué finalement à dire oui, il faut construire avec un niveau de densité suffisant, ce qui permet aussi d'ailleurs d'avoir des transports en commun qui vont être viables et à un coût non prohibitif. Et puis en même temps, il y a eu cette montée en puissance de cette prise de conscience de l'artificialisation, avec un rythme d'artificialisation qui était entre 2 et 4 fois plus rapide que la croissance de la population, avec les fameuses punchlines sur le département tous les 7-10 ans, ou les stades de foot, les mètres carrés, etc. Enfin, ça dépend un petit peu des auteurs et des autrices. Et donc voilà, l'ensemble des 2 a fait qu'on a dit oui, on va faire une ville de plus en plus dense, concentrée, et avec des métropoles qui vont finalement pouvoir devenir neutres en carbone, tout en se concentrant et en densifiant la population. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, les formes urbaines à laquelle ça mène, et notamment le fait de monter en hauteur, c'est très consommateur de ressources, c'est très consommateur d'énergie grise. Une tour, malheureusement, ça a bien du mal à devenir écolo, même si aujourd'hui toutes les tours sont censées être écolo.
parce qu'il faut descendre en profondeur les fondations, parce qu'il faut des systèmes techniques, des ascenseurs, des surpresseurs, des systèmes de lutte contre l'incendie, etc. Et tout ça, en fait, finalement, on s'aperçoit que c'est quand même consommateur de ressources. Donc, et puis sur la partie de l'étalement urbain, eh bien en fait finalement l'habitant de l'hypercentre très très dense, eh bien il clique pour faire des courses et puis à l'extérieur, il y a les data centers et des halles logistiques qui s'installent. Hein. On regarde aujourd'hui la pression sur l'activité en région parisienne. Hein, et tous les projets, ce sont des trucs comme ça, hein, de vente, des sites de vente directe sur Internet. Donc on a finalement pendant les 2 dernières décennies à la fois densifié et étalé. Et donc, on n'a rien résolu. Et puis, ça donne aussi, finalement, et ça, on l'a vu un peu avec la crise sanitaire, quand on densifie et quand on construit de la ville sans forcément prendre soin de l'espace public et aux questions d'espace vert, etc., on se retrouve aussi peut-être à étouffer un petit peu, à la fois quand c'est en mode confiné, mais aussi d'une manière générale, il y a quand même un désamour sur cette ville trop dense qui est en train de se monter. Et puis, il y a un autre volet, peut-être en quelques phrases, sur la Smart City, c'est qu'effectivement, il y avait aussi une promesse de technologisation de la ville et d'optimisation des flux, des transports, de la consommation et de la production d'énergie de plus en plus renouvelable dans le futur, grâce finalement à cette ville intelligente, hein, avec tous ces capteurs, etc. Et en fait, là aussi, alors le premier acte de décès, si je puis dire, avec Google qui a jeté l'éponge à Toronto pendant le printemps 2020 dans la plus stricte intimité, plutôt pour des raisons économiques officiellement, peut-être plutôt pour des raisons du fait qu'ils étaient titillés sur la question de l'utilisation des données privées, mais n'empêche qu'aujourd'hui, voilà, on parle un peu moins de la Smart City, même si je crois qu'il y a un symposium à Barcelone la semaine prochaine. J'ai loupé ça. Pas. Bon, donc la Smart City n'est pas tout à fait morte, mais il y a cette espèce de promesse que je trouve. Il y avait une phrase de Stéphane Richard au moment du déploiement de la 5G, donc c'était le patron d'Orange à l'époque, et qui avait dit les villes vont avoir besoin de la 5G pour faire leur transition écologique, donc un espèce de fantasme comme ça. Et puis quand on regarde les cas d'usage réels, en fait, on trouve pas grand-chose, hein, à part évidemment tout ce qui peut être information voyageurs pour aider à la multimodalité dans les transports, des choses comme ça. Mais sinon, à part 2-3 poubelles connectées qui vont peut-être optimiser les tournées de ramassage, on trouve rien. Et donc du coup, eh bien, on se retrouve avec finalement des villes qui vont devenir de plus en plus grosses, de plus en plus denses, potentiellement de moins en moins résilientes aussi. Et on se dit, mais en 2050, comment on va faire atterrir tout ça ? Alors, il y a quand même un élément qui est moins de l'ordre de la critique, mais parce que là on est clairement dedans, notamment sur la Smart City. Hein, je pense que il y avait pas, en effet, pas besoin d'en faire 350 pages, parce que là, on a un chapitre, vous tuez le game. Par contre, un sujet plus fin sur lequel on n'est pas de l'ordre de la critique, mais sur le fait que ça peut pas être la solution, c'est les thématiques autour de l'éco-construction. Hein, et je pense que voilà, ça vaut peut-être le coup d'y revenir là-dessus, sur ces fameux matériaux miracles, hein, et en tout cas des dynamiques qui sont certes nécessaires, intéressantes, mais pas suffisantes. Clémence, tu veux prendre ou j'en parle en quelques secondes ? Vas-y. Alors, effectivement, on pourrait dire qu'on a 2 voies dans cette logique d'éco-construction. La première, c'est de faire atterrir les poids lourds climatiques que sont le ciment et l'acier. Hein. Le ciment et l'acier, si c'était des pays qui étaient à la COP 27 en ce moment, ils seraient classés 3e chacun, ex aequo, derrière la Chine et les États-Unis. Donc, pour des raisons de process industriel, on émet du CO2 malheureusement pour passer du calcaire au clinker. Et puis, il faut réduire le minerai de fer, donc enlever un oxygène en utilisant du carbone, donc on va émettre aussi du CO2. Donc de ce côté-là, il y a des pistes qui sont aujourd'hui exposées. Alors ça peut être la réduction du fer du minerai de fer avec de l'hydrogène qui sera vert dans le futur. Et puis pour le ciment, c'est un peu plus difficile, ça serait la captation du CO2. Mais alors là, la captation et stockage du CO2, on est à horizon peut-être 2050 si on est gentil. Donc on s'aperçoit que finalement, sans réduction des volumes à utiliser, ça va pas être très simple. Et puis, il y a un autre volet qui est plutôt, évidemment, le volet d'aller vers les biomatériaux, et en particulier la construction bois. C'est phénoménal, les progrès technologiques qu'il y a eu dans la construction bois ces dernières années, bien entendu. Mais alors là, on a écrit le bouquin avant les incendies de cet été, donc on était encore à dire que peut-être les forêts étaient à peu près en forme et que on allait pouvoir bien utiliser les pins Douglas qu'on a plantés dans les années 50 et qui sont en train de donner tout leur potentiel.
Mais même avec tout ce potentiel, et sans parler des bioinvasions, des sécheresses et de l'impact donc du changement climatique, eh bien évidemment, si on se mettait à tout éco-construire en bois, ça serait bien difficile pour l'extraction de ressources de nos forêts dont on aurait besoin. Forêt que lorgne en plus plein d'autres secteurs, parce qu'évidemment, on parle de la forêt pour la biomasse, pour l'énergie de biomasse, on parle de la forêt comme source peut-être de produits chimiques à la place du charbon et du gaz, etc., etc. Donc c'est pas qu'un changement, ça ne peut pas être qu'un changement de matériaux. Ça pose aussi une question de fond et qui est vraiment sous-jacente globalement à votre ouvrage. C'est la question n'est pas que, en tout cas, comment construire, mais faut-il construire avec finalement le mètre carré le plus écolo, qui est celui qui est déjà là et qu'on utilise bien. Mais on va y revenir parce que là on est vraiment sur le champ des solutions. Je vais me permettre de lire un tout petit extrait. D'une section qui est sans doute le pivot de l'ouvrage. Donc je vous cite avec quelques coupures. Nos villes pourraient devenir stationnaires, cesser de grignoter, de dévorer leurs terres voisines, en se concentrant sur elles-mêmes, leur renouvellement, leur densification mesurée, leur embellissement, leur réparation, tant certains territoires, notamment les entrées de ville, les zones commerciales ou les zones d'activité, certains quartiers, sont ravagés, au moins du point de vue urbain et esthétique. Stationnaire ne veut certainement pas dire figé. En l'absence de territoire d'extension, il faudra utiliser, bien sûr, comme c'était déjà prévu aujourd'hui, certains gisements de densification, des friches urbaines, industrielles ou ferroviaires déjà existantes, ou les futures friches provoquées par les mutations en cours ou à venir. Mais il s'agira de surcroît de répondre à la pression immobilière par une intelligence, une intensification dans l'usage des lieux existants, bâtis, et espaces publics et privés pour construire moins et mieux. Il faudra aussi et surtout libérer la ville de l'injonction de croissance et de la pression de la métropolisation en réfléchissant au potentiel de redistribution des populations urbaines. Il faudra décentraliser pour cesser d'artificialiser, ou plutôt redistribuer, revisiter profondément l'aménagement du territoire, la répartition des populations, des services et des emplois. Les métropoles ne devront plus attirer et grandir, mais essaimer. Alors là, en 3 lignes, quelques beaux sujets. On va les prendre un par un, si vous voulez bien, parce que ça me semble important qu'on y revienne. Et peut-être, Clémence, si on pouvait t'entendre d'abord sur ce sujet-là, parce qu'on a bien compris que la ville stationnaire cesse de s'étaler, certes. Alors, vous n'appelez pas, vous, au zéro artificialisation nette, le ZAN, mais au ZAB. On avait déjà du mal avec le ZAN, donc zéro artificialisation brute, pourquoi pas, allons-y, tu vas nous expliquer tout ça. Mais c'est pas l'arrêt de la transformation ou du développement, on ne sait plus comment l'appeler. La ville stationnaire, n'est pas figée, elle se transforme sur elle-même, mais en construisant moins, mais mieux. Elle se densifie, mais autrement. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus Il y a quelques subtilités par rapport à la ville, sur la ville de la loi solidarité et renouvellement urbain. Peut-être d'abord sur la ZAB. Oui, donc déjà pour remettre un petit peu dans le contexte par rapport à ta citation, du coup, Philippe peut-être en parlera après, mais on s'est un peu placé sous le patronage de l'économiste philosophe John Stuart Mill, qui a popularisé la notion de stationnarité avec l'idée que, en fait, à l'arrêt de la croissance, c'est pas forcément une catastrophe. C'est quelque chose d'affreux et sans espoir, et que peut-être même ça peut être souhaitable. Et nous, on a transposé cette idée-là, d'où le côté douce citation sur la ville stationnaire. On a transposé cette idée-là à la ville, en disant qu'elles n'ont pas vocation forcément à grandir éternellement, et que même ça pourrait être un atout pour les villes d'arrêter de grandir finalement. Donc, ça pourrait être un atout pour justement se transformer, se réparer, penser un petit peu à la transition écologique aussi, mais que ça ne les empêcherait pas forcément de se développer et d'accueillir toujours, puisque c'est ça le sujet en fait, c'est se transformer en continuant à accueillir. Et en fait, cet état stationnaire pour les villes, nous, on pense qu'il est possible que sous certaines conditions, c'est-à-dire en apprenant à faire la ville circulaire, quand tu dis quoi, c'est-à-dire la ville sur la ville, à recycler un peu notre patrimoine déjà artificialisé finalement, en acceptant de moins construire, parce qu'il y a quand même ça qui est un peu sous-jacent et qui est un peu un non-dit finalement, c'est que tous les scénarios finalement ont acté déjà une diminution de la construction et que si on ne touche pas au volume à construire, on va pas vraiment y arriver. Et après, la troisième chose qu'on développera après, là, c'est
troisième condition, quelque part, c'est de s'adosser au territoire, quoi. En fait, celle des villes moyennes, etc., où justement il y a déjà un patrimoine, où c'est déjà artificialisé, où il y a un patrimoine bâti, construit, etc. Bon, et du coup, cette histoire de ZAB, elle vient de là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pensé que ça pouvait être une solution, enfin, c'est-à-dire que la ZAN, c'est très bien, c'est très vertueux, parce que justement, ça fait partie, en fait, des éléments pour lesquels la ville, enfin, la croissance urbaine n'est pas soutenable, c'est bien parce qu'elle s'étale, et que donc l'étalement, donc c'est bien ça, c'est la dissociation entre l'augmentation de la population et l'artificialisation. On artificialise plus que l'évolution de la population, plus que même le développement économique. Et donc cette artificialisation, on pourrait c'est un peu la version territorialisée, enfin la ZAN, c'est un peu la version territorialisée de la neutralité carbone, c'est-à-dire que on va, de même que la neutralité carbone, c'est un peu, elle devra être atteinte grâce à une réduction et grâce à des émissions négatives. La ZAN, c'est un peu l'idée que en 2050, il faudra réduire l'artificialisation, mais qu'il va falloir la compenser par de la renaturation. On pourra quand même compenser, en effet. Qu'on pourra quand même compenser. C'est un peu la soupape de sécurité, un peu comme la neutralité carbone. Sauf que donc c'est super, quoi. Mais sauf que c'est difficile, évidemment, parce que ça veut dire déjà l'espèce d'enjeu énorme, c'est qu'il faudra trouver en ville, c'est-à-dire que tout ce qu'on faisait auparavant, en étalement, il va falloir le faire à l'intérieur de nos territoires artificialisés, donc schématiquement des villes, mais pas que, hein, etc. Donc ça, c'est le côté ville circulaire. Et après, donc ça, c'est quand même difficile parce que ça refonde complètement nos traditions, nos traditions de fabrique de la ville, enfin à tous. Voilà, c'est quand même. Là, il va falloir s'occuper des friches, mais pas que. Enfin, on a un fonds friche qui est déjà assez doté par le gouvernement, etc. Mais ça veut dire aussi s'occuper de la sous-occupation du foncier, de tous les tissus qui sont très lâches, la densification douce, etc. Du coup, je résume sur tous les modes de fabrication de la ville qui vont nécessiter, on va dire, un changement quand même de paradigme, comme on dit, c'est-à-dire ne plus faire la ville constructiviste en construisant à tout prix, mais en cherchant en fait dans les interstices là où il y a encore de la place pour construire. Et donc il y a plein de choses à faire, mais c'est quand même pas la même manière de faire qu'avant. Et puis après, là je sais pas, on l'a aussi dit, l'artificialisation elle joue un rôle économique en fait pour les territoires. Voilà, un terrain bâti à bâtir coûte plus cher qu'un terrain agricole, donc ça génère un flux aussi qui est financier, l'artificialisation. Donc forcément, Philippe a fait un petit calcul de coin de table, on a fait un petit calcul de coin de table, mais qui donne quand même l'ampleur du phénomène. Mais c'est que si on a environ à la grosse 25 000 hectares par an qui transitent de non artificialisés à artificialisés aujourd'hui, si on multiplie par le différentiel entre un terrain à bâtir et un terrain agricole, donc en 50-60 euros au mètre carré, donc après on convertit les mètres carrés en hectares, etc. Mais ça fait des milliards, en fait, ça fait des 15 à 20 milliards d'euros chaque année qui transitent, en fait, et qui a un flux financier qui questionne aussi la manière de faire la vie, et puis l'agriculture, etc. Et mettre un coup d'arrêt à tout ça, évidemment, c'est complexe. C'est ambitieux aussi parce qu'il va falloir trouver les terrains à renaturer, et que ces terrains à renaturer, c'est un flux de renaturation qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'est jamais constaté à l'état naturel, on va dire. Et du coup, il va y avoir aussi une concurrence entre les terrains renaturés puis les terrains à densifier. Donc, pour tout ça, nous, on avait plutôt envie de dire que il fallait plutôt s'occuper de faire un zéro artificialisation brute, c'est-à-dire franchement arrêter le flux complètement et travailler sur la stationnarité de la ville, travailler sur moins construire en fait aussi. C'est-à-dire la ZAN c'est bien, mais pas que en fait. Il faut aussi travailler sur la réduction du volume à construire et aussi travailler sur la répartition en fait de l'effort. C'est ça la ZAN. Est-ce que, Philippe, Sophie, vous souhaitez rebondir là-dessus? C'est vraiment des éléments qui sont importants dans l'ouvrage, alors pas que en termes de place, aussi en termes d'illustration, et qui montrent aussi
les subtilités, hein, que c'est pas simplement parce qu'on fait pas à l'extérieur qu'on va faire simplement à l'intérieur du périmètre de la ville existante, que de toute manière il y a des besoins de transformation. Voilà, on est sur des enjeux extrêmement importants évidemment, et en même temps vos propositions vont au bout des choses. C'est pas simplement changer l'endroit où on construit, mais changer la façon dont on construit, changer la façon dont on occupe, et puis poser la question de faut-il construire. Et on peut peut-être, après Philippe, peut-être tu développeras sur les SEMAG, quoi, ce qui est évoqué justement. Mais si on revient juste sur, alors moi je voudrais juste rajouter par rapport à la ZAN, vous l'avez compris, la ZAN c'est encore une logique de compensation. Donc en fait, c'est un droit de faire si on compense, quoi. Voilà, donc le ZAB c'est déjà plus du tout la même logique parce qu'aujourd'hui on a quand même quelques réserves sur la compensation qu'on met en œuvre pour d'autres sujets, voilà. Donc il y a aussi cette réserve là, voilà, et qu'on est quand même sur quelque chose de très théorique aujourd'hui avec des chiffres qui sont pas stabilisés, etc. Donc on se projette plutôt dans quelque chose qu'on comprend. On n'artificialise pas. Enfin en tout cas on essaye d'artificialiser de moins en moins, voilà. Et on cherche pas forcément à compenser par de la renaturation, même s'il y a sans doute un besoin de renaturation dans certaines zones. Après, juste sur effectivement, donc après les deux axes, en gros, soit on fait avec l'existant, donc ça Clémence elle a commencé à le dire, mais du coup on a essayé de regarder, d'objectiver nous des chiffres, notamment on entend beaucoup parler du vacant, on entend beaucoup parler des résidences secondaires, donc on a essayé un petit peu d'objectiver ces chiffres et puis de voir finalement ce que ça représenter, c'est-à-dire que si on essaye de moins artificialiser, ça veut dire que donc on reste avec ce qu'on a et puis on l'exploite au maximum, on l'optimise. Donc par exemple sur le vacant, finalement on parle tout le temps de 3 millions, mais quand on enlève les vacants, on va dire conjoncturels, parce qu'ils sont juste en attente d'être reloués ou vendus ou en travaux ou en succession, finalement on descend déjà plus qu'à 1 million. Et puis quand on regarde un petit peu où est-ce qu'ils se situent, finalement on n'en a que 300 000 en zone tendue, quoi, c'est-à-dire dans les villes denses ou les métropoles. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attaquer à ces logements-là. Et du coup, ça réinterroge effectivement où est-ce qu'on met l'argent. Aussi, on le met beaucoup plus dans la construction neuve, l'argent public, notamment pour des logements sociaux, et c'est très bien. Mais on pourrait le mettre aussi dans la réhabilitation avec des avantages fiscaux qu'on trouve aussi sur la construction neuve. Donc, on se dit, voilà, il y a quand même ce gisement. Par contre, il faut y mettre des moyens financiers. Il faut sans doute réorienter aussi les moyens financiers et puis lever aussi quelques difficultés en termes de succession ou en termes d'accession à ces logements, de rachat, voilà. Donc, notamment avec tous les gens qui travaillent dans le logement social. Donc, il y a ce vacant et après, il y a nous, ce que fait ressortir le bouquin, il y a la résidence secondaire, mais la résidence secondaire, c'est pareil, il y a des zones très tendues où il faut effectivement prendre des mesures sans doute un peu plus coercitives sur la vente de maisons principales, de résidences principales en résidence secondaire, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à se loger et du coup qui vont se loger très loin de leur zone d'emploi. Donc ça, c'est un sujet sur les littoraux notamment et puis proche des métropoles. Après, les résidences secondaires ou les appartements de ski, c'est ce qu'on dit, c'est un gisement qu'on ira moins mobiliser pour faire de la résidence principale. Donc, il faut quand même objectiver. Dans les perspectives, il y a quand même une objectivation quand même des perspectives proposées. Et puis, un gros gisement, et là, je pense que c'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'on planche tous, c'est la sous-occupation. Donc, c'est sans doute un sujet très complexe, mais on voit qu'on a quand même 8 millions de logements sous-occupés. Alors, 7 si vous enlevez, ou un peu moins peut-être, si vous enlevez les logements suroccupés, parce qu'il y a aussi des et puis c'est essentiellement des maisons quand même. C'est un rapport de 1 à 7. En fait, c'est 7 maisons. Enfin, c'est 6 maisons, 6 pour les maisons et 1 pour les appartements en sous-occupés, et que ça pourrait faire un potentiel théorique toujours de 10 millions de personnes qu'on pourrait loger. Et donc là, il y a un vrai travail, je pense, de tous les acteurs de la construction, opérateurs immobiliers, architectes, maîtres d'ouvrage, pour travailler sur déjà les produits qu'on offre aujourd'hui en œuvre, qu'on rentre l'idée d'un parcours résidentiel qu'on n'arrive pas justement à assurer avec le patrimoine existant. Donc réfléchir vraiment, il faut se mettre dans une logique. On voit une standardisation quand même des logements. Je pense qu'on peut se le dire, c'est pas vrai pour tous les logements. Il doit y avoir des architectes, donc je ne veux pas mettre les architectes à dos. Il y a plein de gens qui travaillent de manière très intelligente, et qui pensent à beaucoup de choses. Il faut quand même réfléchir ce parcours résidentiel. Et puis dans l'existant, il faut sans doute aussi travailler des solutions qui existaient, de béguinage, de proposer, on garde les personnes âgées chez soi, mais peut-être voir
s'il n'y a pas intérêt à financer les transformations de maisons pour accueillir plusieurs personnes âgées avec des services collectifs. C'est vrai pour les étudiants, c'est vrai aussi des familles peuvent, quand elles ont plus leurs enfants, vouloir accueillir aussi des étudiants, mais en ayant un peu d'autonomie. Donc, en fait, il y a tout ce champ à explorer sur la sous-occupation. Voilà. Donc ça, c'est plutôt dans l'existant. Et puis après, bien sûr, on ouvre, mais je vais peut-être laisser Philippe parler, sur un rééquilibrage, parce que le vacant, comme je l'ai dit, on le trouve aussi beaucoup dans les villes moyennes et dans les petites villes. Donc, on peut pas faire fi de de ces gisements-là, quoi. Alors, je veux bien, mais on va passer à cette vision plus territoriale et des équilibres territoriaux. Mais c'était important que tu précises ces éléments-là sur la sous-occupation et ce lien entre à la fois un potentiel, mais un potentiel évidemment complexe. Bah oui, c'est des chambres en trop dans des maisons. C'est pas des logements vacants, c'est pas des trucs identifiables, c'est pas une belle grosse friche en centre-ville. Voilà, avec un outillage aujourd'hui qui est pas là, mais qui s'inscrit aussi sur ce cycle de vie, et notamment sur une dynamique de vieillissement, des enjeux des enjeux démographiques extrêmement importants sur lesquels on voit bien qu'il y a des potentiels énormes, mais des solutions qui sont pas évidentes, qui restent à créer finalement, des outils qui restent à monter dans cette logique de parcours résidentiel fluidifié, sur lequel à un moment on regarde simplement est-ce que les mètres carrés sont utilisés avant d'en construire de nouveaux. Je sais pas si Philippe tu veux en rajouter là-dessus, mais en tout cas sinon il faut aussi qu'on parle de la croissance des métropoles. Oui. Un micro-complément là effectivement, c'est juste de dire que donc effectivement notre position, c'est de dire qu'on veut et on peut, enfin on recommande et on pense qu'on peut construire considérablement moins, en mobilisant justement des leviers, des solutions plutôt socio-techniques que purement techniques, exactement les parcours résidentiels et les nouveaux modes d'habiter que suggérait Sophie. Mais en fait, on n'est pas complètement fou. C'est-à-dire que l'ensemble des scénarios officiels disent qu'on va construire moins d'ici 2050. C'est vrai pour la stratégie nationale bas carbone. C'est vrai pour des scénarios de l'ADEME, de RTE, pour pas parler de négawatts, parce qu'il y a quand même une logique de dire que le phénomène de décohabitation va finir quand même un petit peu par plafonner. Là, on est à 2,1, je crois, ou 2,2 personnes par logement en moyenne versus 3,1 dans les années 60. Bon, ça va finir par se stabiliser ou atteindre une asymptote au mieux. Nous, on dit qu'il faudrait, même au contraire, on pourrait le retravailler, ce levier. D'un point de vue démographique, on est sur une très, très légère croissance démographique. Donc, globalement, les scénarios sont tous à dire qu'on va construire moins. Alors, ils sont plus ou moins agressifs sur la remobilisation du vacant ou des résidences secondaires, effectivement, mais globalement, c'est une réalité. Et ça permettra d'aller travailler sur la réhabilitation et en particulier la rénovation thermique, puisqu'il faut quand même faire x20 à x25 en termes de rythme de rénovation thermique par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, mais on a MaPrimeRénov', non ? Alors, on a MaPrimeRénov', c'est génial. Ça fait 800 000 rénovations par an, 800 000 gestes unitaires de rénovation par an. C'est-à-dire, j'ai changé des fenêtres ou j'ai isolé des combles. Là, ce qu'il faut faire, c'est 800 000 à 1,2 million pendant 30 ans, chaque année, de logements qu'on va intégralement rénover pour les amener à des consommations de type qui correspondent à un classement A ou B. Donc c'est un sacré boulot, et moins on fera de neuf, plus on pourra mettre des moyens humains, financiers, organisationnels sur ça. Voilà. Donc et ensuite effectivement ce qu'on dit, et c'est l'ouverture qu'on fait dans le dernier chapitre, c'est de dire que on veut pas évidemment laisser les métropoles et les villes seules face à cette terrible difficulté, parce qu'évidemment il y a bien des zones tendues et des gens qui cherchent, parce qu'aujourd'hui on a bien encore ce phénomène de décohabitation et de métropolisation qui fait que d'un côté on crée du vacant, sur 350 000 logements de stock qui augmentent en France chaque année, c'est un petit 50 000 de vacants. Donc on construit d'un côté et puis pour vider de l'autre. Donc c'est quand même ce qui se passe. Donc évidemment c'est pas à l'échelle de la ville qu'on peut gérer ça. Par contre, ce qu'on dit, c'est que tout le millefeuille de décision de la puissance publique, de l'État qui pourrait lancer un grand programme d'aménagement ou de ménagement, pour reprendre les bons mots de Thierry Pacaud, bien sûr, ou de réaménagement du territoire, pour réussir finalement à favoriser à toutes les échelles
la coopération territoriale, mot très à la mode évidemment, mais dire d'essaimer, de contribuer à la distribution, à la redistribution, à la meilleure distribution de la population, des emplois, des services, que ce soit les services culturels, les services médicaux, etc. Et donc se dire à chaque fois que, je sais pas, on ouvre une branche d'université, à chaque fois qu'on ouvre, j'en sais rien, un centre culturel, enfin ça s'est fait à une époque, hein, l'ENA était partie à Strasbourg et l'ADEME à Angers, il y a eu quelques fugaces essais. Alors dans les années 60, avant ces départs-là, la logique c'était d'avoir créé les villes champignons un peu corbuséennes. Bon, c'est pas trop notre truc. Donc, mais là, voilà, de réinvestir un peu toutes ces échelles de la sous-préfecture, de la ville moyenne, de la petite ville, du bourg, du village. Et là, il y a vraiment une articulation extrêmement intéressante. C'est pas un challenge supplémentaire qu'il va falloir s'encaisser sur les 30 prochaines années. Au contraire, c'est une articulation avec les autres enjeux de la transition, c'est-à-dire les questions de transition agricole qui vont quand même demander un peu plus de monde, la transition énergétique avec cette question des énergies renouvelables plus distribuées et de la rénovation de l'existant. Donc, il va bien falloir aller bosser dedans, donc habiter pas trop loin si c'est possible. Hein. Et donc, et puis peut-être même des enjeux de démobilité pour les transports, hein, parce qu'on sait que voilà, rester tous avec nos gros SUV électriques en 2050, ça va être un peu coton. Et donc, c'est aussi de faire moins de kilomètres peut-être pour aller au travail, pour accompagner la petite à l'école de danse et aller passer une radio ou aller voir un spécialiste. Et donc, il y a ces questions profondes d'aménagement du territoire derrière ça. Alors, donc ça veut dire qu'on part dans cet ouvrage du parpaing béton pour finir au territoire national et à cette géographie des populations. Il y a beaucoup d'échelles, beaucoup de sujets. Je le disais au début, une vocation pédagogique, en tout cas du début, didactique en tout cas, rester très lisible, mais de revenir aux bases, d'établir les bonnes questions avant de proposer quelques réponses, parce qu'il y a bel et bien des propositions. C'est sans doute l'aspect plus politique, pas très polémique non plus, puisque vous établissez aussi un certain nombre de doutes, d'envie, ou en tout cas, voilà, on affirme des choses tout en étant honnête sur ce qui est sûr et ce qui reste à creuser. Et le bouquin finit sur des ouvertures aussi, donc c'est vraiment important. Alors tous ces aspects-là, je me suis posé une question en fait en fermant ce livre. C'est, vous l'avez écrit en pensant à qui? Vous l'avez écrit pour qui, ce bouquin? Je fais un premier. Là, il faut que chacun peut-être répond en quelques secondes. Moi, je l'ai pas écrit pour qu'il soit rangé au rayon architecture et urbanisme. Voilà. Donc c'est sûr que du coup. C'est bien parce qu'il est souvent en bas de l'étagère. En ayant pris mon poste chez AREP en 2020, forcément, ça m'a orienté et ça m'a fait d'autant plus fréquenter des architectes, des maîtres d'ouvrage, des bureaux de contrôle et que sais-je. Donc oui, ça s'adresse bien entendu aux acteurs, des acteurs de la fabrique de la ville, mais on a eu envie que ça soit plus ouvert et que ça soit aussi quelque part une introduction à ces enjeux un peu complexes pour le grand public. Et puis d'une manière générale pour effectivement tous les politiques peut-être à toutes les échelles justement, et d'où l'idée un peu d'essayer de faire le point aussi, comme tu avais pu d'ailleurs le faire en son temps, toi sur les questions des sources un peu divergentes sur l'artificialisation, voilà, et puis de repartir un peu aussi d'un certain nombre de sujets historiques sur les questions justement de densification, sur les questions de compensation, sur les questions de résilience aussi, qui sont des choses parfois un peu anciennes. Donc on l'a clairement écrit pour essayer de contribuer à renforcer, créer, c'est pas du tout créer, mais plutôt renforcer toutes les discussions qu'il y a en ce moment, créer un nouvel horizon, en disant non, les villes n'ont pas vocation à croître éternellement, parce que si c'était le cas, dans 8 siècles, on aurait couvert l'intégralité des terres agricoles au rythme actuel. Donc ça va pas se passer. Et effectivement, penser qu'on peut continuer à artificialiser d'un côté en renaturant de l'autre, il y a un moment, la différence avec les puits de carbone dont on un zéro émission nette, il y a des puits de carbone qui vont fonctionner ad vitam aeternam, si je puis dire, parce que à un moment les océans fonctionnent et puis il y a des trucs qui se déposent au fond des océans, tout va bien et ça fait des falaises de calcaire quelques dizaines de millions d'années après.
Mais par contre, le flux de renaturation, à un moment, on voit pas très bien comment ça peut fonctionner, quoi. On va pas avoir d'un côté faire la ville sur les friches et puis de l'autre côté avoir les mêmes friches qui peuvent se renaturer. Donc, à un moment, on arrivera bien au zéro artificialisation brute. Donc, autant se mettre cet horizon-là dès le départ et essayer de mobiliser ce formidable patrimoine bâti qu'on a et qui est tellement à transformer et à adapter qu'il y a un terrain de jeu fabuleux pour tous les acteurs de la ville. Alors, Clémence, pour qui? Moi, je pense que ça reprend même la question du début, c'est des discussions, c'est un bouquin qui prolonge des discussions qu'on a entre gens de l'aménagement, entre architectes, etc. Donc, moi, c'est vraiment essayer de comprendre comment nos métiers s'articulent, en fait, parce que je trouve que c'est de plus en plus difficile de faire nos métiers, comment s'aligner, en fait, est-ce qu'il faut vraiment construire, moi, je me pose la question tous les jours, et on se la pose avec d'autres personnes qui nous écoutent là, avec qui on fait du projet, avec qui on fait de l'aménagement et qui on fait du projet. Et donc, c'est un peu pour répondre à comment est-ce qu'on fait de l'architecture ou du projet urbain aujourd'hui, en fait. Donc, c'est quoi le contexte pour faire du projet urbain et de l'architecture. Voilà. Je ne sais pas si on a répondu d'ailleurs à toutes les questions, mais... Non, mais il faut pas. Faut en tout cas, bien poser les questions, c'est déjà un premier pas. Sophie, même question, et j'en rajoute une, puisque c'est notre question traditionnelle aussi. Pour aller plus loin, donc pour qui ce bouquin? Et puis pour aller plus loin, est-ce que tu as un autre bouquin à nous conseiller? Alors pourquoi ce bouquin? Enfin, ce qui nous... Personnellement, là, c'est peut-être une question personnelle. Du coup, je pense qu'en fait, c'était aussi par rapport à nos expériences personnelles, c'était par rapport à ce qu'on entendait, à nos préoccupations, c'était investiguer des sujets. Donc, quand on a un bouquin à faire, du coup, on investigue des sujets où on prend pas forcément le temps de le faire, où on lit des articles comme ça au quotidien, mais bon, c'était aussi l'occasion d'investiguer des sujets et puis de se faire aussi de se faire une idée avec une meilleure connaissance des sujets. Et puis, en tout cas, pour ce qui me concerne, je pense que du coup, ça fait plaisir d'entendre que c'est pédagogique parce qu'il y avait derrière la volonté que ça soit le plus pédagogique possible pour que ça soit le plus appropriable possible. C'est-à-dire que nous, effectivement, on travaille, on a un jargon, mais voilà, si tout le monde peut le lire, et moi, je regrette aussi qu'il soit au rayon architecture, mais enfin, bon, peu importe. Voilà, mais du coup, voilà, c'est qu'il soit accessible à tous parce que finalement, tout le monde habite une ville moyenne, ou une ruralité, un espace rural, voilà, donc ça concerne tout le monde finalement. Donc il y avait ce côté pédagogique et puis laisser aussi, moi je suis quand même très enthousiaste, je pense que ça ouvre des perspectives énormes à nos jeunes générations d'aménageurs, d'urbanistes, d'architectes, de promoteurs. Et c'était pour montrer que voilà, il y a des sujets vraiment très très intéressants à explorer. Et c'était une invitation en fait à explorer si on peut contribuer, à donner envie à explorer ces sujets. C'était aussi l'objet, en tout cas en ce qui me concerne. Après sur l'ouvrage, j'ai lu récemment. Alors je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû le lire, là, des gens qui nous entendent. Pour moi, c'est une belle continuité et puis ça va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus riche que ce qu'on peut écrire nous dans notre dernier chapitre sur l'essaimage en fait, donc l'équilibre de la population à l'échelle du territoire qui pourrait effectivement nous permettre de relever les défis qu'on nous donne en matière de transition écologique et énergétique. C'est un ouvrage de Henri Landès, donc repeupler les campagnes, j'en parle moi à mes équipes, je trouve que c'est un témoignage personnel, avec beaucoup d'humilité, ça donne pas de leçon, mais c'est dire que s'il y a des gens qui veulent franchir le cap, il y a des difficultés, mais il y a des choses extraordinaires aussi, donc on peut aller vivre dans des villes moyennes, dans des petites villes en continuant une activité et sans être forcément informaticien ou je ne sais quoi, ou agriculteur, et qu'en plus, il y a un vrai écosystème dans cette ruralité-là, il y a une vraie économie, en fait, et que cette économie, elle est attractive, elle est intéressante et qu'il faut la connaître, et que du coup, il y a des accompagnements, ou il pourrait y avoir des accompagnements, parce qu'il y a des propositions aussi des collectivités ou du pouvoir public pour accompagner justement ce rééquilibrage, cette répartition peut-être différente de l'activité économique et des populations dans notre territoire. Donc, je vous recommande fortement cet ouvrage, Henri Landès, Repeupler les campagnes. Philippe, un conseil de lecture? Alors, moi, je vais rester sur des classiques, relire des classiques. J'aurais envie de dire
Ernst Friedrich Schumacher, Small is Beautiful. Hein. Donc, parce qu'évidemment, la ville est un peu trop grosse. Il y a un moment où elle devient peut-être repoussoire et non pas attractive parce qu'elle se sature, parce que les équipements suivent pas forcément les logements, les écoles, etc. Donc, il y avait d'ailleurs Schumacher avait un maître à penser qui s'appelle Léopold Kohr et qui disait à chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose est trop gros. Voilà, donc, on pourrait se dire que peut-être dans un certain nombre de cas, nos villes sont trop grosses ou trop hautes, peut-être. Et puis, alors, variante possible à peu près des mêmes années, Ivan Illich, énergie et équité sur les questions de seuil de contre-productivité. Il y a un moment où les choses sont très efficaces, mais à un moment, elles deviennent moins efficaces. Je sais pas, une autoroute qui passe, eh bien, elle fait perdre du temps aussi à beaucoup de monde pour ceux qui ont besoin de la contourner. Et là, voilà, la densité, toute densité n'est pas bonne à prendre. Il y a une densité qui devient contre-productive d'un point de vue environnemental. Et Clémence, pour finir? Ouais, moi, c'est plus pragmatique, mais moi, c'est les rapports, l'ensemble des rapports du Shift Project qui me, voilà, que je trouve remarquablement pédagogique aussi. Notamment le plan de transformation de l'économie française, mais il y a aussi un rapport qui s'appelle la résilience des territoires, en fait. Je ne sais pas combien de tomes, il y en a 4 ou 5, je crois. Mais peut-être qu'il a été mis à jour maintenant, mais ça aussi, c'est vraiment c'est assez, ça va très très loin en fait dans la manière de réorganiser les institutions et en fait c'est un vrai plan d'action aussi qui est très inspirant quoi, qui est fait par plein de jeunes gens dont certains étaient venus parler à ton micro. Je pense que ce genre de rapport pour comprendre pourquoi on travaille et comment on travaille, c'est intéressant. Et viendront prochainement puisqu'on planifie un échange, notamment sur ces productions, sur la résilience territoriale du Shift et les derniers rapports, en effet très très intéressants. On mettra tous les liens sur les commentaires de l'émission et puis surtout on suivra la vie de cet ouvrage et puis des débats qui peuvent naître autour de lui parce que je pense qu'il est aussi fait pour ça, pour qu'on en parle, mais qu'on se parle aussi. Merci beaucoup en tout cas pour ce livre et cet échange. Et puis on prolongera très prochainement, très certainement, la conversation. Sophie, Clémence et Philippe, merci et à bientôt. Merci. Merci.